Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça en version audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube. Tu as le lien pour ce vidéo-là dans la description du vidéo ci-dessous. Si tu écoutes ça en vidéo et que tu me vois présentement et que tu nous vois plutôt présentement, sache que la version audio est disponible si tu as des tâches quelconques à faire et que tu as besoin d'écouter cela non devant un écran. Le lien pour cela est aussi disponible en dessous. Pour ce faire. Si vous avez des suggestions, commentaires ou questions sur les épisodes passés ou les épisodes qui s'en viennent, on est ouvert à cela. Laissez-nous savoir ce que vous pensez. Ça fait juste faire de nous un meilleur podcast. Fait que, discussion avec Fabio Gagnon, entraîneur adjoint des secondaires extérieurs avec les Rams de Los Angeles dans la NFL. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer, hein, qui n'a pas peur de prendre de l'initiative pour se rendre là où il s'est rendu. On a parlé de son parcours. Il a quand même fait 3 équipes de la NFL jusqu'à présent. Les Bills de Buffalo, les Steelers de Pittsburgh, puis maintenant les Rams de Los Angeles. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Il y a 24 ans en ce moment. Il y a 24 ans en ce moment. 24 ans en ce moment. Pourquoi Fabio Gagnon? Oui, il parle français, mais le but de notre podcast aussi, c'est de mettre la lumière sur des acteurs du foot au Québec. Puis, avant de se rendre aux États-Unis, il a coaché au séminaire Saint-François au niveau secondaire. Tu l'as dit, il avait un but en tête. Lui, il voulait coacher dans la NFL, puis il s'est donné les moyens. Il s'est arrangé pour le faire, puis pour le faire le plus rapidement possible. Ouais. Conversation quand même intéressante. C'est assez fou. Des fois, ça partait un peu, pas dans tous les sens, mais il y a tellement d'affaires à demander sur un gars comme ça, avec un parcours comme ça, qu'on n'a pas pu se retenir. Là, mais ouais, vraiment un gars à découvrir. Je commencerai ça comme ça, moi. On commence ça comme ça. Bon podcast. Bon podcast. On a tout le temps pris l'habitude de demander à nos invités comment ça se passe, le confinement. Comment toi, tu le vis aussi. Ça va être le fun de te le demander à toi particulièrement parce que tu es aux États-Unis. Comment ça va, toi, de ton côté en confinement? Comment tu l'as vécu au sud, aux États-Unis? Tout va bien. Là. Le confinement était quelque chose qui était un petit peu pas pris par surprise, mais avec le football et tout, on était tous ensemble. Puis on voyait que les choses commençaient à fermer, mais nous, on ne fermait pas encore. On était comme en confinement un petit peu avec l'équipe dans nos facilities, comme on dit. Fait qu'on avait nos médecins qui nous donnaient des tests. On était capable de se faire tester de façon régulière pas mal tous les jours. Donc, on était tous ensemble. Puis, on continue à faire nos pratiques. Puis, c'est quand que l'État, en fait, a vraiment décidé de vraiment tout fermer que là, finalement, le confinement a été directement à la maison. Donc, j'ai pris la décision de revenir à la maison au Québec avec mes parents et ma famille pour être là pendant le confinement. Donc, c'est super bien passé. C'est vrai que, par contre, c'est beaucoup d'ajustements. Là. Surtout au niveau du football, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Avant qu'on parle de ton parcours aux États-Unis, c'est sûr qu'on va avoir plein de questions. C'est vraiment, tu sais, on a pris le temps de regarder ton parcours aussi avant de te lancer l'invitation, puis assez impressionnant. Là. Comment tu as commencé à coacher? Ça a été quoi tes premières expériences en tant qu'entraîneur? Je te dirais que mes premières expériences en tant qu'entraîneur, ça a été au séminaire Saint-François que j'ai joué aussi là-bas au football. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, la dernière année, je ne pouvais pas jouer aux notes, il fallait un pourcentage de sport-études. Le football juvénile, ce qui est le fun dans Saint-François, c'est que le football fonctionne les pratiques avec le sport-études. Donc, c'est pendant la journée, il n'y a rien après la journée, c'est pendant la journée et tout. Mais pour être au sport-études, il faut avoir un certain nombre de pourcentage académique. Ce que je n'ai pas réussi à faire en secondaire 4, donc ils m'ont enlevé le privilège d'être en sport-études, ce qui faisait que je ne pouvais pas jouer, étant donné que je ne pouvais pas pratiquer de la semaine avec le sport-études. Mais je pouvais être là en tant que le coach qui était Jean-François Boisvert m'a permis de
pouvoir être là en tant qu'aider au niveau assistance, au niveau du vidéo, puis pendant les parties, de pouvoir être là quand même, puis comme avoir mes premières initiations, comme si je pourrais dire, au coaching. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris un petit peu les rudiments d'un coach de football. Comment ton rôle a évolué au SSF? Je te dirais que c'est par un petit peu la confiance. Je te dirais que j'ai commencé tranquillement à comprendre. Tu sais, en tant que joueur, tu vois des choses qu'en tant que coach, tu ne vois pas vraiment. Donc, c'est sûr que c'est une taille qui est un petit peu différente, mais quand même, je pense que tous les joueurs ont un bon sens du jeu et capable de comprendre ce qui peut se passer au niveau de la partie. Donc, de plus en plus, j'ai pu évoluer et voir comment on voyait la partie en tant que coach. C'est là que je pense que j'ai pris un petit peu d'expertise là-dedans. Puis je pense que c'est quelque chose que je voulais toujours faire, que je pense que j'avais des habiletés à faire. Donc, je pense que j'ai appris assez rapidement, puis c'est là qu'on a pu donner plus de tâches qui étaient vraiment plus reliées au coaching. C'est là que j'ai aimé. Puis, c'est ça, tu as commencé à coacher au séminaire Saint-François. On s'est parlé aussi avant, là, tu nous expliquais, en fait, tu as fait le move, on peut dire à 100% de commencer à coacher au séminaire Saint-François après ta première année au cégep, au CNDF. Est-ce qu'il y a un moment là, que tu t'es dit, quand tu décides de mettre en guillemets, là, ta carrière de joueur de foot là, pour devenir coach, là, c'est à quel moment tu t'es dit, hey, le coaching, moi, c'est vraiment ça, c'est ça que je veux faire. C'est là que même, peut-être à un certain point, j'ai un avenir. Là. Je te dirais que c'est comme je te dirais qu'après ma première saison au CNDF, là, je suis revenu à plein temps, vraiment au SSF, puis travailler, puis coacher différentes équipes, que ce soit Benjamin, Cadet. Je n'étais pas encore à avoir l'expérience juvénile, mais je coachais plusieurs équipes, que ce soit le basket, que ce soit le football, que ce soit le basket. J'étais tout le temps sur le coaching à plein temps. C'est vraiment ma job à temps plein de différentes saisons, puis différents sports. Puis c'est là que j'ai comme appris à pouvoir redonner ma passion que j'avais. Puis je pense que j'aime tellement le sport que je voulais continuer à être là-dedans, mais malheureusement, il faut des habiletés pour pouvoir continuer et devenir de plus en plus loin. Puis c'est peut-être pas ça que j'avais, mais je pense que j'avais la tête, comme on dirait, d'un sportif, puis la tête d'un coach. Donc, je pouvais voir des choses que peut-être que les autres ne pouvaient pas nécessairement voir, ce qui me permettait de garder le pace un petit peu en tant que joueur, mais comme amené, c'était ça qu'on ne pouvait plus suivre. Mais c'est quelque chose qui était un grand atout en tant que coach. C'est quand justement que j'ai parlé avec Jean-François Boisvert, puis que c'était là que je dis que c'est ça que je voulais faire à 100%, que l'idée des États-Unis, je savais que le sport là-bas était vraiment un petit peu plus évolué au niveau, tu peux aller au niveau collégial, au niveau professionnel, donc c'est vraiment là que j'ai décidé que bon, je donne tout ce que j'ai à faire là-dedans. Je coach ici au séminaire Saint-François, basket et football. Puis quand j'ai l'opportunité, et c'est sûr à cause de mes parents que j'ai réussi à avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis, parce qu'on s'est dit qu'au niveau argent, c'est assez dispendieux, mais que j'ai décidé d'aller aux États-Unis là-bas. Puis là, c'est là que je me suis mis à 100% dans le but de finir mes études pour devenir un coach de football quand j'avais fini. Comment tu dis tes parents t'ont aidé, là, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi l'étape après le SSF pour t'en aller coacher aux États-Unis ou aller prendre l'expérience là-bas? Ben, c'est ça, comme je te dis, au niveau, quand tu vas à l'université américaine, vous savez, c'est des affaires qui coûtent 70-75 000 $ par année, il faut que tu te là pendant 4 ans. Donc, c'est là que je me suis dit, là, il y a deux façons de pouvoir rentrer aux États-Unis. C'est soit que tu as un scholarship ou soit tu rentres avec les moyens que tu as. Puis la façon qu'il y a deux façons d'avoir des scholarships, que ce soit genre athlétique, que tu joues à un sport puis qui t'aimait et qui te donne une bourse, ou que tu as une bourse académique. Donc, je pense que c'est là que le déclic des académiques m'a vraiment frappé. Là. Je me suis dit, bon, on oublie ça au niveau du sport. Je ne peux pas avoir de bourse, je ne suis pas assez bon pour avoir une bourse sportive, mais là, c'est là qu'il faut que je travaille pour avoir une bourse académique. Donc, j'ai fait des examens de placement qui se donnaient à l'époque au Cégep Saint-Laurent, qui est le SAT. Tu dois avoir un temps de résultats pour tant de codes bourse. C'est vraiment des plateaux, en fait. Donc, j'ai fait l'examen qui était assez dispendieux, qui était 200 ou 300 $ que je dépendais de ma poche. Puis, j'ai fait ça 2 ou 3 ans pour avoir le score idéal qui, là, c'était rendu parfait, là, à ce bon temps-là. Mes parents étaient prêts à verser le reste. Donc, je pense que là-dessus, ça a été vraiment quelque chose qui a été ma première étape à franchir. Donc, j'ai fait ça.
Puis quand que j'ai eu le hockey de mes parents, puis j'ai eu le hockey de moi, tu sais, que ce soit au niveau financier, mais au niveau, tu sais, je suis prêt à partir par moi-même, tu sais, sortir de chez mes parents, puis tout, puis voler de mes propres ailes, que je pourrais dire, tu sais. C'est là que j'ai décidé de faire le move en 2014. Puis justement, en 2014, la première expérience que tu as au niveau du football aux États-Unis, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Je te dirais que c'était à ça que je m'attendais. J'étais dans une école ça jouait du football Division 3. Euh, je pense que on a un concept ici, on veut jouer au football au niveau, puis les gens qui partent d'ici souvent veulent essayer de jouer en Division 1 puis tout, mais je me suis vite rendu compte que Division 2 ou Division 3, c'est des excellents joueurs quand même. C'est des joueurs qui sont, comme on dit, talented, gifted, c'est du monde qui sont super bons. C'est juste que peut-être que il va être quand même 6-4, il va être quand même, il va être gros, il va être grand, il va courir vite, mais il n'y aura peut-être pas juste le niveau athlétique pour essayer pour jouer en Division 1. De plus en plus, on voit dans la NFL comme Ali Marpet est un joueur que quand je suis arrivé en 2014, nous, notre équipe, on jouait contre eux autres. Donc, je l'ai vu aller en 2014, puis tu es un joueur bon, un bon joueur dominant pour le Division 3, mais maintenant, c'est rendu une superstar dans la NFL, qui joue avec les Buccaneers. Donc, tu peux dire c'est pas nécessairement c'est le fait que peut-être que sa poussée de croissance était plus loin aussi ça, mais je me rends compte que c'est un problème qu'on a ici, qu'on pense que la Division 3, c'est pas nécessairement du bon calibre, mais c'est un calibre qui était qui est super bon. Fait que j'étais agréablement surpris, puis je pense que c'était des bonnes expériences pour moi dès le départ. Juste, on a oublié de le dire, mais c'était à quelle école? À quelle école c'était... je suis allé à St. Lawrence University. C'est ça. Fait que c'est une école qui était dans la banlieue de New York. Donc, c'est ça. Ouais, St. Lawrence University. Cool. OK. Tu te ramasses là-bas à étudier, puis à t'impliquer avec l'équipe de foot de l'université. Ouais, c'est ça. Là, j'étais en fait. Souvent, on avait des. Aux États-Unis, on a des advisors qu'on n'a pas nécessairement ici à l'université, mais on est toujours pris en charge par une personne de la faculté. On est 6-7 personnes. Donc, c'est lui qui se prend en charge de tes cours, que tu fais sûr que tu as les cours que tu veux, que c'est ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire quand il faut que tu aies tes stages et tout. C'est eux qui s'occupent vraiment de toi au niveau plus un petit peu personnel. Donc, moi, quand j'ai eu ma première rencontre avec eux autres, c'était clair. Moi, je dis, moi, je veux travailler, je veux devenir un coach de la NFL. Ça en est un petit peu crazy quand j'ai dit ça dès le départ, mais c'était vraiment, je voulais être coaché au football de haut niveau. Puis c'est quelque chose que je voulais vraiment achever. Donc, quand j'étais chanceux parce que mon advisor, c'était le directeur des athlétiques là-bas. Okay. Donc, il m'a rapidement mis involved dans le football, mais dans les athlétiques aussi, parce que je travaillais dans son bureau, je travaillais avec d'autres sports, pas juste le football, mais je travaillais vraiment au niveau athlétique. Je pense que ça m'a donné un bon edge, je pourrais dire, là, contrairement à d'autres étudiants. Okay. Fait que tu es arrivé là-bas, puis toi, c'était clair. Là. Toi, tu leur as dit, moi, je m'en viens étudier ici, mais je veux m'impliquer avec les équipes sportives dans le but de gagner de l'expérience. Ouais, c'était la seule raison pourquoi je voulais partir aux États-Unis, parce que je savais que si j'avais fait les études ici, ça a été dur pour moi de faire le step entre étudier ici, finir mon étude, puis devenir un coach à l'extérieur du pays, ce qui ne fonctionne pas. Mais pouvoir avoir mes études dans le pays, ben, là, ça me donnait l'expérience de connaître des gens dans le milieu, puis pouvoir être là le plus vite possible dans le milieu. C'est pour ça que j'ai fait ça dès 2014. C'était un but que j'avais et que je voulais garder pour le reste de mes études. Fait que là, tu te retrouves à être étudiant, puis en fait, à côtoyer d'autres étudiants comme toi, mais qui étaient joueurs, tu sais. C'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que déjà que le fait d'être jeune et de coacher du monde un peu quasiment de mon âge, même plus vieux, parce que c'est 4 ans d'université, c'était ça a été comme mon premier challenge. Mais maintenant, c'est comme maintenant, quand j'ai des jeunes, des joueurs que je coach qui sont plus vieux, qui sont plus jeunes, qui ont le même âge que moi, ben là, en ce moment, ça me dérange plus. Mais je pense que en bout de ligne, ça a été un grand facteur. Puis ça m'a pu me permettre d'avoir des amis, parce que veux pas, c'est quand même des amis, j'avais quand même des amis dans l'équipe et tout, puis je peux avoir la relation amitié, puis la relation, un petit peu entraîneur-joueur sur le terrain. Donc, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était important dans mon cheminement. C'était quoi les responsabilités qu'on t'a données au départ comme coach là-bas?
Je dirais nous, on appelle ça un student assistant. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est du coaching de base. Souvent, c'est au niveau vidéo, regarder l'adversaire le plus possible, aller voir s'il y a des tendances. C'est moins d'applications directement sur le terrain, mais c'est vraiment plus, en fait, des applications que l'entraîneur de la position, tout, qui n'ont pas nécessairement avoir le temps de voir ça. Ils connaissent tout ça, mais ils n'ont peut-être pas le temps d'aller faire des recherches, aller voir toutes les équipes de la Ligue, puis aller regarder, OK, mais eux autres, vraiment, tu le vois, quelqu'un qui font cette formation-là, 90% du temps, c'est ce jeu-là qui arrive. Puis c'est des affaires qui ont moins de temps de faire. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment apprendre la partie. Tu veux pas, ça a l'air, c'est plate au début, parce que tu fais juste vraiment regarder ton ordi, tu regardes les jeux, tu regardes ci, tu fais moins de coaching vraiment sur le terrain. Mais tu te rends compte que c'est ça qui te permet de comprendre le jeu du football puis comment coacher après ça dans ces affaires-là. Donc, c'était vraiment comme un apprentissage qui était clé pour devenir un coach de football. Juste pour nous situer, tu as plus d'expérience comme un coach offensif ou plus défensif? J'ai seulement été, en fait, c'est pas vrai, ma dernière année, j'étais au niveau, à l'université, j'étais au niveau offensif, mais majoritairement défensif. J'ai joué sur la ligne défensive, puis j'ai coaché à la ligne défensive, linebackers, puis le back-end, comme on dit, les safeties et les DBs. Puis, quand tu te présentais, là, quand tu es arrivé à l'université, puis il a fallu que tu te présentes aux entraîneurs, à l'équipe d'entraîneurs avec qui tu allais travailler ou même aux joueurs. Tu leur expliques que tu viens du Québec puis que ton expérience de coaching, c'est au séminaire Saint-François. C'était comment? Est-ce qu'ils sont conscients que du foot ici ou même de certaines équipes? Non, ils n'ont aucune vraiment conscience de comment ça fonctionne ici, à part le fait qu'ils savent que nos receveurs partent en motion. C'est vraiment toujours ça qu'ils disent. C'est genre, oui, c'est facile. Les receveurs ont 5 verges d'aller. Fait que, ils connaissent pas vraiment notre football qui est ici. Ils connaissent pas la qualité du football qu'on a ici, qui est une grande qualité. Ils connaissent pas les niveaux. Mais c'est sûr que ils ont vu que j'avais déjà joué au football. J'avais quand même dit des vidéos. Puis ils ont vu que j'avais déjà joué au football. Puis quand que j'avais une conversation avec eux autres, peu importe, au début de l'année, j'ai pas vraiment eu d'entrevue, mais on parlait de football, puis ils savaient que, les notions de base, des notions de base de joueurs, je les avais, puis que je connaissais mon langage, que on sait bien qu'au football, que ce soit en français ou en anglais, souvent les mots sont pas mal les mêmes. Là. Man, excuse-moi, pour le vrai, c'est des gros steps que tu as fait, là. Juste ça, je suis déjà impressionné. Là. Fait que là, tu coaches, tu as une expérience à l'université pendant que tu fais tes études. C'est quoi la suite des choses après? Là? C'est quoi comment. Puis, je te l'ai pas demandé, on te l'a pas demandé, mais est-ce que tu avais même un plan précis en t'en allant aux États-Unis, c'est-à-dire que tu voulais coacher à l'université, puis après ça, aller le plus vite possible avec des équipes pro? Ouais, en fait, c'est ça. Ça fait partie du reste un petit peu de ce qui s'est passé. On nous explique, nous autres, que ça fonctionne souvent. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, parce que je ne suis jamais à l'université ici, mais nous, c'est 4 ans. Tu as freshman year, sophomore year, junior year, senior year. Fait qu'après la 3e année, souvent, c'est là que les gens ils se trouvent un stage. Tu trouves un stage pour pouvoir ensuite, quand tu gradues de finir ta dernière année, travailler dans ce domaine-là ou travailler dans cette entreprise-là, puis tu as déjà un petit peu une base là-dedans. T'sais. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on m'a appris quand je suis arrivé là-bas. Puis c'est ça que j'avais en tête. J'ai dit, OK, ben c'est bien simple. Après ma 3e année, c'est l'été, je vais travailler dans la NFL. Je vais faire tout je vais tout faire pour essayer de travailler, avoir un stage. Comme tout le monde, quelqu'un qui veut travailler en économie, qui travaille dans un cabinet, dans un cabinet de comptable, peu importe ce qui se passe, moi, je veux travailler dans le football. Donc, je me suis dit, le meilleur football qu'il y a ici, c'est le professionnel. Donc, je vais essayer de travailler dans une équipe professionnelle. Puis je vais revenir à l'école ici, je vais faire ma dernière année, puis en espérant que je vais pouvoir avoir peut-être quelque chose ou avoir au moins des connexions proches du niveau professionnel. Donc, c'est ça que c'était ça mon plan. Puis c'est ça que j'ai fait. En 2016, toute l'année en 2016, au début de l'année, je me suis dit, bon, parfait, comment que je peux trouver des emails ou whatever pour pouvoir avoir une chance de travailler dans la NFL. Puis on avait eu une rencontre avec une personne qui était une ancienne de l'école, que lui travaille en tant que scout, dans une équipe NFL avec les Colts, en fait.
Puis, il m'avait dit, bon, ben, écris des emails, souvent avec les alumni et les anciens, souvent ça fonctionne comme ça à l'université. Donc, on avait son email à lui, puis son email personnel, puis il m'avait dit, tu sais, à la NFL, on ne met pas nos emails nulle part. Il n'y a pas vraiment de place que tu peux trouver des emails. Donc, il faut falloir que tu y ailles de la bonne vieille façon puis que tu envoies des lettres. Fait que j'étais là, bon, OK, on va envoyer des lettres d'abord. Donc, je me suis dit, moi, ça ne me dérange pas l'équipe que je veux être. Déjà que je ne suis même pas chez nous anyway, ça ne change pas grand-chose. Fait que je vais faire des lettres à toutes les. Je choisissais un coach que je voulais, de position, whatever que je voulais. Puis j'ai fait les 32. Donc, j'ai fait envoyer 32 lettres. Puis je les ai toutes envoyées. Je les ai toutes envoyées en espérant d'avoir une réponse positive. Puis c'est ça, j'ai reçu beaucoup de noms. C'est vrai que des fois, j'ai reçu pas de réponse. Des fois, j'ai reçu une lettre disant qu'ils ne cherchaient pas ou qu'il n'y avait pas de réponse. Puis j'ai reçu une lettre, en fait, un email. Le seul email que j'ai reçu, c'est un email que j'ai reçu qui était une invitation à une entrevue. Donc, c'est là que ça a commencé. J'ai eu une entrevue avec les Bills de Buffalo. Puis, c'est ça. J'ai eu stage, puis j'ai travaillé avec les Bills de Buffalo pendant l'été 2016. À quoi ça ressemble une entrevue pour un poste de stagiaire pour les Bills de Buffalo? C'est bien ça. En fait, essaie de te faire. En fait, je dirais que les entrevues pour n'importe lequel, que ce soit les Bills de Buffalo, les Bills de Buffalo, peu importe l'équipe, ils veulent que tu nous parles de football, de tes connaissances, de ce que toi tu connais. Parce qu'étant donné que c'est sûr que tu ne connais pas nécessairement leur système à eux autres, mais ils veulent que tu décrives ton système que tu connais le plus possible. Que ce soit tes couvertures, que ce soit les techniques de chaque de tes joueurs, que ce soit moi, c'est en défensive. Donc, tu sais, que quand tu parles de technique, tes techniques de joueurs de ligne défensive, tes techniques de linebackers, ou comment vous autres vous jouez ces affaires-là, c'est sûr que ça, ils aiment ça savoir comment toi tu fonctionnes, puis à quel point ton knowledge, tes connaissances de football sont. Donc, je suis là, puis c'est vraiment c'est une entrevue qui était FaceTime. C'est drôle que c'est un peu FaceTime, c'est un peu différent. Mais tu sais, comme avec un peu Zoom, tu sais. Puis tu peux share ton écran, puis tu t'expliques tout ce qu'il y a. Tu vas mettre du film, puis t'expliques parfait. Nous autres, on joue cette couverture-là, ce joueur-là, il va jouer. Je sais pas, speed to shuffle, puis il va venir, tu sais, nous on joue gap, dive, spill, tu sais, des techniques que toi tu vas jouer, puis tes connaissances à toi, puis des fois ils vont venir te poser des questions, ok, sauf que si c'est une formation 3x1, tu sais, toi, comment vous vous ajustez, tu sais, vraiment des questions de football le plus précises possible. Ils vont venir te chercher, au début ça va être un petit peu général, puis de plus en plus ils vont venir voir tes connaissances, ils vont jusqu'où. C'est qui passe votre revue et aussi, c'est-tu one-on-one? Ça dure combien En de fait, temps? moi, la première fois, il était 4-5. Tu vas voir, il va y avoir le coach défensif qui va être là, il va y avoir le coach de position qui va être là, il va y avoir probablement tous les coachs de position vont être là, puis je te dirais que le coordinateur va être là aussi. Des fois, c'est vrai que j'ai passé des entrevues que des fois le head coach était là parce que des fois le head coach, c'est un gars qui est en défensif. Fait qu'il va être là aussi parce que c'est lui, c'est ses notions, c'est son système de jeu. Mais d'habitude, ils ne seront jamais tout seuls. Ce ne sera jamais un contre un. Souvent, ça va vraiment être 4, 5, 6 personnes qui vont te poser des questions, puis après ça, un à leur tour, puis tu vas répondre à ces questions-là le mieux de tes connaissances. C'était quoi la question la plus difficile pour toi? Je te dirais que c'était par rapport à ma philosophie de coach. Je pense qu'à ce moment-là, je pense pas que. Même encore maintenant, je trouve que c'est difficile à répondre comme question. Je pense que. Puis en 2016, je venais avoir 21 ans. Je pense pas que j'avais une philosophie de coach encore. Je pense que je me disais. Je sais pas, là, je suis coach que je connais, puis je suis pas nécessairement de plan, tu sais. Je me suis rendu, tu te rends compte rapidement que, tu sais, chaque coach a un plan, tu vas avoir une philosophie d'un point A à un point B, peu importe les connaissances que tu vas avoir, que quand tu rentres dans une équipe, tu dois savoir, OK, eux autres, ils sont là, puis ton but, c'est de les amener là, puis dans quel chemin, dans quelle étape. Puis tout dépendant, on voit que chaque coach a une philosophie différente. Tu vois que, mettons que Pete Carroll, c'est une philosophie qui est vraiment, coaching, player relationship, c'est vraiment, vraiment essayer d'avoir la meilleure ambiance possible, puis qui croit que l'ambiance d'équipe fait gagner. Il y en a que c'est vraiment juste, tu sais, there's no relationship, c'est vraiment juste on est coach pour on est joueur comme les Patriots, c'est business only, tu sais. Fait que c'est vraiment une philosophie qu'il faut que tu ailles.
Donc, j'avoue que la première année, cette question-là, je me suis dit, bonne question, je leur ai dit, je sais pas trop. Je suis pas encore rendu là. Au moins, tu as été honnête, c'est bon. Je suis d'accord, peut-être que ça m'a aidé en plus, je sais pas. Ouais, faudrait, ouais. Man, c'est fou. Tu sais, j'essaie de m'imaginer, man, je trouve ça surréel, là. J'essaie de m'imaginer comment tu te prépares pour cette entrevue-là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es sorti? Ben, pas quand tu as raccroché l'appel vidéo de l'entrevue. C'était drôle parce que c'est ça, en 2016, si tu veux pas, j'étais quand même un étudiant américain dans une université. On avait un party cette soirée-là, tout. Fait que des fois, des fois, tu te reposes ces questions dans ta tête, tu sais jamais, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans cette affaire-là, tu sais. OK, mais tu sais pas si ça a bien été ou ça l'a moins bien été. Fait que, c'est sûr que j'ai venu paraître dans une question que au cours des années, j'ai eu des questions les plus bizarres possibles, même par rapport au football, là, si je peux me rappeler, là, pour les Rams, en fait, de Los Angeles, c'est drôle, parce que pour les Rams de Los Angeles, j'ai reçu, la question a dit, tu sais, si tu étais un ustensile, tu serais lequel, tu sais, plus j'avais, tu sais, peut-être que dans la vie de tous les jours, des fois, ils posent ces questions-là, mais en tant que coach de football, j'avais jamais su, j'avais aucune idée, là, ça me vraiment une question qui m'a pris par surprise. J'essaie de répondre au niveau de tes connaissances, tu dis, c'est d'aller chercher un petit peu le petit piquant pour chercher, là, mais... Il n'y a pas de mauvaise réponse, je pense pas, mais il faut vraiment qu'il fasse de l'explication. Fait que c'est drôle, je sais pas. Je sais pas trop comment je filais, j'espère que ça s'est bien passé, puis on verra pour la suite. Puis ça s'est bien passé parce que tu as eu qu'est-ce que tu voulais, là. Mais c'est fou aussi parce que on ne le saura jamais, là, mais c'était la seule équipe qui t'avait. Fait que tu avais comme une shot, tu sais. J'avais une shot. Fait que là, tu arrives avec Buffalo. Je ne sais même pas par où commencer, là, mais comment ça se passe? J'arrive, en fait, vraiment, là, je me rappelle, c'est toujours au milieu juillet, là, souvent, là, qu'on part, eux autres, ils arrivent parfait. Moi, je suis revenu ici, au Québec. C'est mes amis après l'école et tout, whatever. Puis, eux autres, c'est ça, ils disent parfait, on t'a réservé tel flight, c'est ça. Tu sais, t'es testé pendant juin, ils t'expliquent d'avant, moi, j'étais testé, ils disent, c'est quoi tes grandeurs de souliers, c'est quoi tes grandeurs de ci, t'es ça, là, j'étais là, ok, ça va être le fun, nanana. Fait que là, ils disent parfait, tes réservations sont là, clac, il y a quelqu'un qui va venir te chercher, il va avoir un signe, tu vas voir, c'est un des chauffeurs, là, il va venir t'amener aux facilities de l'équipe, whatever. Fait que tout est seté, tu sais, vraiment, là. Fait que tu fais parfait, tu sais. Fait que là, moi, j'ai pris il dit, tu fly de où? Il dit Québec. Il savait pas trop c'est quoi. Il dit, c'est quoi, t'es de l'abréviation YQB. Perfect, on va t'envoyer un flight qui est là, comme ça. Fait que si t'arrives là, t'as pas vraiment idée. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Puis tu sais, ils nous amènent, puis finalement, on est quatre ou cinq personnes, je crois, qui faisaient un peu le même internship, le même stage que moi. Donc, on est 4-5, puis on fait ça. Puis, vraiment, ça a commencé qu'il nous a amenés, il y avait un mot, on avait comme un mot bienvenu, un peu comme un genre d'université, de job normal. Le GM est venu, il nous a expliqué comment il fonctionnait, la philosophie de l'équipe. Puis, les Bills, c'était la première année qu'il y avait un nouveau head coach aussi, avec un nouveau head coach, un nouveau GM, là, que c'était les deux des Panthers avec Sean McDermott. Donc, c'est vraiment, on dirait que ça commençait à nouveau. Fait que, tu sais, t'étais dépaysé, mais en même temps, tout le monde était un petit peu dépaysé parce que c'était la première fois que ça l'arrivait. Donc, tu sais, c'est comme bien tombé, pas une équipe comme j'ai fait avec les Steelers, que, tu sais, là, eux autres, ils sont rodés, puis ils sont même depuis les 50 dernières années, puis ils savent où ils s'en vont. Tu sais, tout le monde est un petit peu perdu, fait que j'ai comme bien fité dans le moule. Mais vraiment, c'est t'amènes comme ça, puis après ça, tu rencontres tous les coachs, puis tout. Puis c'est là que j'ai fait ma première interaction avec mon coach, tu sais, quelqu'un qui est venu me présenter, lui qui s'occupait de nos stages, en fait. Il dit, Fabio, tu vas travailler avec coach Babich, Bob Babich ici, qui est le coach des linebackers avec nous autres. C'est sa première année. Tu avais 40 ans de coach en ligue. Son fils, il coach les safeties en arrière. Donc, tu sais, j'ai dit ça, c'est bon. Donc là, c'est là qu'on a commencé à parler, puis c'est là que je pense que tout a commencé. Puis là, quand tu es stagiaire comme ça pour coach Babich, si je ne massacre pas son nom, yes. Ça te demande de faire quoi? Qu'est-ce qu'il te demande de faire au jour le jour, mettons, pendant le training camp?
je te dirais que chaque personne est un petit peu différente. C'est le coach, c'est que lui, il n'y a pas vraiment de forme puis de comment ça fonctionne. C'est vraiment, tu es son stagiaire. Toi, maintenant, chaque coach va avoir. Il y en a des coachs que, ils sont pas vraiment réceptifs à ces affaires-là, qui ne croient pas vraiment à ça. Il va te demander de ramasser 2-3 ballons, puis il ne te montrera rien. Il va être là, puis il y en a qui croient moins à ça, puis c'est correct là-dedans aussi. C'est vraiment un choix personnel. Je pense qu'ils sont vraiment laissés à eux-mêmes là-dedans. Ils vont dire, gars, tu vas avoir un jeune avec toi, fais ce que tu. Ils vont leur demander de les impliquer, mais en même temps, je veux dire, on a une saison préparée. Là, je veux dire, les gars, il faut qu'ils gagnent des games. Là. C'est comme ça qu'ils gardent leur emploi. Donc, c'est vraiment, je pense que j'ai tombé sur une personne que j'étais chanceux, que justement, lui est là depuis très longtemps. Donc, seulement, il n'y a pas vraiment rien à prouver, peut-être au niveau de ce clic-là. Il a déjà été coordonnateur, il a déjà été coach de position. Je n'ai jamais été head coach. Mais je pense qu'avec ces années-là, puis lui, il avait comme déjà un peu mentoré, si je pourrais dire, son fils là-dedans. Donc, je pense qu'il avait déjà une bonne idée où il s'en allait. Puis quand je lui ai dit que moi, j'aimerais ça, que mon but dans la vie, ce serait de coacher dans la NFL. Puis il dit, OK, mais c'est pas facile, c'est facile de dire ça, mais c'est pas facile. Je lui ai dit, je vais être prêt à faire whatever it takes, montre-moi comment ça fonctionne. Donc, je pense que lui, il m'a vraiment. J'ai été chanceux, je faisais du vidéo, des explications de comment que lui, il voit ça, des feuilles, des vidéos. Il m'a tout donné qu'est-ce que lui, il faut que tu fasses, puis les choses importantes à faire pour devenir un bon coach. Puis je pense que j'ai été chanceux de prendre cette personne-là parce que j'aurais pu prendre quelqu'un qui s'en aurait foutu un petit peu de moi. Puis le fait que lui, il a pris le temps. Puis que même, il dit, si t'es prêt à faire les efforts, je vais faire le temps. Puis il a pris le temps. Puis il m'a montré comment ça fonctionnait de A à Z. Juste pour en revenir, parce que ça me fait penser, tu sais, à cet âge-là, tu as 21 ans. Ouais. Comment tes amis qui, mettons les gars qui sont encore au cégep avec qui tu as joué, là, genre, ils te disent quoi? Ils te croient-tu? C'est quoi? Comment qu'ils réagissaient? C'est drôle parce que, tu sais, j'étais comme. Je pense que quand j'ai fait l'entrevue, c'est ça, j'étais là-bas, puis il fallait que je revienne, puis tout, puis. Je suis revenu. La décision, c'était super long. Là. J'ai eu le temps de revenir, de finir l'école. Je te dirais que mon entrevue était en février, je crois, au début février. Puis j'ai eu le temps de revenir en fin avril, début mai, avant que ma réponse se fasse. T'sais. Donc, j'avais déjà dit que j'avais interviewé, puis tout. Puis là, au début, j'étais comme, ouais, non. Là, je suis revenu ici, puis je disais, ouais, je vais travailler pour les Bills cet été. Je vais coacher avec les Bills. Ça avait comme pas rapport, tu sais. C'était comme non, c'est sûr que ça n'a pas rapport, tu sais. Mais c'est quand l'article est sorti, ben là, c'est là qu'il y a eu, tu sais, OK, ouais, mais là, peut-être que là, finalement, ça fonctionne. C'est sûr que c'est un peu irréel, un peu à dire, hein, tu sais, le gars de 21, il va coacher, tu sais, à ce moment-là, Sean McCoy, tu sais, Lorenzo Alexander, puis Preston Brown, puis ces joueurs-là. Donc, c'est sûr que ça fait comme, ouais, tu sais. C'est quoi tu sais, toi, sur eux autres? Fait que c'est vrai que ça peut venir un petit peu surréel. Mais moi, j'étais pris au défi. Je pense que je voulais faire ça, puis c'était un stepping stone, comme on dit, là, dans mon cheminement. Là, tu fais ton internship à Buffalo. Tu es chanceux de tomber sur ce coach-là. C'est combien... J'essaie de m'imaginer c'est quoi tes journées. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as expliqué, mais c'est combien d'heures? Est-ce que tu comptes tes heures? C'est combien d'heures semaine? C'est quoi que tu apprends au début? C'est quoi les joueurs, comment ils te voient aussi? T'sais? Ah, c'est ça. Au niveau relation joueur, au début, c'était un peu difficile. J'ai reçu des commentaires des fois sur des affaires que t'es pas sûr, puis tout. Puis je pense que il me l'avait dit. Là, tu vas voir, il y a des joueurs que eux autres, là, ça fait 12 ans qu'ils sont ici. Quand tu as 21, ça fait 12 ans qu'ils jouent dans cette ligue-là. Là. Puis je peux me rappeler très bien que j'ai eu, genre, pas une altercation, mais au début, j'ai reçu des commentaires de Lorenzo Alexander qui vient de prendre sa retraite maintenant pour les Bills l'année passée, en fait, maintenant. Puis, j'étais comme, ouais, je comprends, je comprends que t'es là depuis longtemps, puis moi, je suis nouveau, peut-être que je sais peut-être pas. Sauf que moi, je vois dans la vidéo, moi, je vois la game au ralenti. Toi, tu la joues à 100 000 à l'heure. Puis quand je dis 100 000 à l'heure, ces joueurs-là, ils jouent à 100 000 à l'heure. Donc, les petites erreurs, puis les petits défauts, moi, je les vois, toi, tu les vois pas. Puis je pense que j'ai continué à... Il m'avait dit, même s'il disait quoi, continue à être firm puis à croire à ce que tu vois.
crois en tes yeux à toi, puis crois en ce que tu vois, toi. Puis à un moment donné, ils vont le voir, eux autres, ils vont faire du vidéo, eux autres aussi, puis ils vont voir ces affaires-là. Puis si vous parlez le même langage, puis qu'ils voient les mêmes affaires que toi, ben ils vont commencer à te respecter. Puis ça a vraiment fait ça, tu sais. Ça a vraiment fait ça, puis à un moment donné, tu sais, je suis revenu, puis je parlais avec quelqu'un, puis Lorenzo il était venu dans l'air, puis tu sais, puis il a dit nanana, puis on a jasé, puis c'est vraiment, on a comme les joueurs, ils donnent des gifts à faire des scholarships, puis des affaires de même, puis j'ai reçu mon premier partenariat un petit peu avec Nike, tu sais, lui, il avait un partenariat avec Nike, puis il nous a comme donné des parts là-dedans, puis des affaires comme ça là-dedans, à cause que, tu sais, il était comme, je respecte finalement, tu sais, j'ai vu ça, cette affaire-là, puis à la fin, on décide de terrain, puis il dit, Fab, il dit ça, je suis correct, tu sais, puis c'est là que j'ai compris, je me suis dit, OK, là, gars, tu vois, là, c'est là maintenant que c'est comme un peu le respect de ces joueurs-là. C'est drôle parce que, tu sais, justement, c'est une très bonne personne que je parle fréquemment. Tu sais, je l'ai appelé la semaine passée, puis je pense qu'on a gardé une bonne relation là-dedans. Là. Tu sais, fait que c'est vraiment une affaire de trust. Là. Tu sais, tu crois en ce que tu fais, puis lui, si tu crois tellement en ce que tu fais, puis que tu es firm dans tes affirmations, puis dans ton coaching, puis que c'est comme ça que tu le vois, ben, à un moment donné, eux autres, ils n'auront pas le choix de le voir, puis que s'ils voient la même affaire aussi, ben, ils vont dire que finalement, il sait ce quoi qu'il parle, puis il sait où il s'en va. Ça fait quand même 1 an puis 1 mois aux Bills. Là, tu transfères. En fait, tu te mets à travailler pour les Steelers. Comment la transition, elle se fait? Ma transition, en fait, de Buffalo aux Steelers, à Pittsburgh, en fait, c'était une question de relation. Donc, quand j'ai fini mon stage, qui était seulement un stage d'été, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller... une opportunité de pouvoir continuer, en fait. Coach Babich me demandait de me donner un tip, comme pourront dire, puis dire que j'avais bien fait ça, puis qu'il me laissait et que je pouvais avoir l'opportunité. Il avait parlé avec Coach McDermott, puis j'avais l'opportunité de continuer si je pouvais. Mais encore une fois, comme je vous dis, il me restait encore une année d'université, parce que moi, j'avais fait un stage d'été avant ma dernière année. Donc, j'essayais de voir si je pouvais condenser mes études pour pouvoir faire mes études en même temps que pouvoir être là, ce qui était quelque chose qui était un petit peu difficile. Mais c'est quelque chose que je voulais faire, que je pensais qu'il était important de pouvoir garder une bonne relation là-bas. Donc, j'ai décidé j'en ai parlé avec mon advisor de l'université, puis on a réussi à faire un horaire que j'étais très, très condensé, avec beaucoup de cours par jour, du lundi jusqu'au mercredi. Puis du mercredi au dimanche, j'avais l'opportunité de pouvoir, je crois que c'était 1 fois sur 2 ou 1 fois sur 3, de pouvoir aller à Buffalo, là-bas, puis continuer mon cheminement, puis continuer mon learning experience là-bas. Donc, je l'ai pris sans hésiter, puis j'ai décidé de faire ça. Puis au terme de la saison, quand la saison a fini, je sais j'en avais parlé beaucoup avec Coach Babich, mais l'important, c'était les connexions. Donc, il fallait vraiment que tu connaisses dans cette ligue-là, puis que les coachs, beaucoup, ça change, mais ça reste toujours au niveau de la NFL. Puis plus tu as des meilleures connexions dans d'autres équipes, plus tu vas avoir l'opportunité de pouvoir coacher plus longtemps. Puis c'est pour ça qu'il a coaché pendant 40 ans. Je ne te dis pas qu'il a coaché 40 ans pour la même équipe, mais au moins, il a toujours pu avoir un travail si l'équipe allait moins bien, puis il a perdu son emploi. Donc, il m'avait dit qu'il restait à l'affût puis de voir ce qui va arriver. Puis finalement, l'hiver 2017, j'ai reçu un appel des Steelers qui m'expliquait qu'ils cherchaient un coach, un jeune coach, puis qu'il fallait mais il voulait savoir si moi, ça m'intéressait de pouvoir aller coacher là-bas. Donc, il m'avait pas dit que c'était qui, il m'a dit qu'il avait été référé par quelqu'un. Il disait jamais non, mais je savais que c'était Coach Babich, étant donné que c'est celui-là qui me connaissait le plus là-bas. Donc, sans hésiter, j'ai dit oui que je voulais interviewer pour un poste là-bas à Pittsburgh. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé aux Steelers. Avant de passer aux Steelers, là, finalement, tu as fini par faire la saison à Buffalo. Commencer un match sur le sideline NFL là, la première fois, c'était quoi? À quoi tu t'attendais? Puis si tu as vécu ça comment? Ben, je pense que la première vibe first, c'est quand tu rentres dans un stadium. Tu sais, je suis déjà allé voir un match, tu es déjà allé dans les estrades puis tout. Mais être sur le terrain quand genre il est vide puis que tu vois que ça a 100 000 personnes puis c'est bien vide, c'est là que tu vois à quel point le football aux États-Unis, c'est gros puis c'est un big happening là, au niveau d'une game. Donc, le premier dimanche, quand t'es arrivé, tu rentres là. Moi, souvent, les jours de match, nous, on rentre dans le coin de 6h30, 7h peut-être. Je te dirais au stadium. Puis, tu sais, vous connaissez comment ça fonctionne à Buffalo, mais tu sais, vraiment, les fans sont un peu crazy. Donc, tu sais, je suis rentré, puis les parkings étaient pleins, là. Plein. La Bills Mafia était là déjà quand moi, je suis rentré, qui était 4-5 heures avant la partie. Donc,
c'est là que je me suis dit, parfait, c'est là que ça va, it's about to go down, comme je pourrais dire, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir voir ça. Puis quand tu rentres sur le terrain avec, tu sais, le opening game, whatever, que ce soit les fans, que ce soit l'ambiance de match, la fébrilité des coachs, des joueurs, tu sais. C'est ça qui arrive au football, qui est un job un peu différent que dans la vie de tous les jours, c'est que le dimanche, tu es fébrile comme si c'était ta première game, que ce soit ta dernière, que ce soit Super Bowl, que ce soit ta première game de la saison, tu sais. L'ambiance ne change pas, tu sais. Tu es fébrile, tu as hâte de jouer, puis tu gardes la même énergie que j'avais quand j'étais au secondaire, là, que je coachais au Sénat Saint-François, tu sais. Vous savez, t'es coach, quand tu rentres sur le terrain et tu as une game, ça change pas, ça. Ça change absolument pas, que ce soit peu importe le level. Donc, moi, je voulais vraiment que ce soit ça, match-up de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Tu t'en vas avec les Steelers. Là, tu as dit que finalement, tu as reçu un appel. Fait que tu t'es fait offrir un poste. C'était pas une entrevue comme que tu as faite à Buffalo. En fait, non, c'est une entrevue à cause que, comme je dis, tu peux pas vraiment appliquer pour ces affaires-là. Ouais. Donc, tu sais, ils vont prendre des personnes qui connaissent. Tu sais, ils vont dire à peu près, mettons, ah ouais, on cherche un jeune gagnant, tu connais-tu un genre de jeune de même? Ou il va appeler, il va dire, hey, moi j'ai un jeune, t'es pour toi, whatever. Donc, tu sais, on doit être quelques-uns à avoir ça, à avoir cet appel-là qui dit, garde, on aimerait ça que tu viennes, es-tu intéressé? Quand tu dis oui, c'est parfait, bien, regarde, on va setter une entrevue, puis on va voir si on va y aller de l'avant avec toi. Okay. Là, quand tu arrives avec les Steelers, en fait, tu as fini l'université. Oui, avec les Steelers, j'ai fini l'université. Là, j'ai diplômé de St. Lawrence University. J'étais à Québec, je coachais au SCF encore. J'aidais ici au niveau sport études l'hiver et tout. Puis c'est là que j'ai reçu un appel. Fait que le poste à Pittsburgh, c'est comme... Là, c'est la première fois que tu peux le faire à temps plein puis être... j'allais dire être focus. C'est sûr que tu étais focus à Buffalo, mais tu veux pas ton école. Là, à ce moment-là, c'est la première fois que tu as juste ça à faire. Oui, c'est vraiment la première fois que j'ai l'opportunité de coacher for a living, si je pourrais dire. Vraiment, c'est comme ma job de vie. Je peux coacher. C'est directement ça que je voulais faire. Donc, c'était comme excitant pour moi. Puis j'avais reçu d'autres appels cette année-là. J'avais reçu l'opportunité d'aller avec... j'avais eu Atlanta, j'avais eu les Ravens. J'avais une couple d'équipes que j'avais reçu une référence puis tout. Encore une fois, probablement, de coach Pavich. Puis... Mais ça a tombé que c'était avec les Steelers que ça allait fonctionner. C'était quoi la grosse différence entre, s'il y en a une, entre les Steelers et les Bills? En fait, définitivement, il y en a une. Puis je pense que la grosse différence, peu importe que ce soit les Bills, les Steelers, les Panthers, peu importe les 32 équipes, c'est encore une fois, je reviens à la philosophie de coach. Je pense que toutes les équipes sont gérées de façon différente. Peu importe comment tu vas, ça va partir du directeur général puis du coach, puis du coaching. Fait que c'est vraiment, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, tu sais, mais tout ce qui va arriver, c'est que comment ton head coach va être, c'est comment l'équipe va être. C'est très bien c'est très facile comme ça. Là. C'est vraiment comme ça fonctionne. Puis vraiment, c'est ça que je voyais, tu sais, à Pittsburgh, pas à Pittsburgh, mais à Buffalo, c'était vraiment un jeune coach de première année qui s'installait avec un nouveau directeur général. On recommençait à zéro, tu sais. C'est vraiment nouvelle philosophie, nouveau playbook, nouveau système. Tout changeait complètement. Puis quand je suis arrivé aux Steelers, ce qui était la différence, c'est vraiment le fait que c'est un système qui était mis en place. C'est une équipe qui a juste seulement 3-4 head coachs depuis le début de leur existence. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était rodé, qui était seté depuis des années. Est-ce que j'allais dire une pression, mais tu sais, d'arriver dans une équipe aussi qui a une tradition, là. C'est ça. Comment... Ben oui, c'est vraiment une tradition. C'est ça qui est... C'est pas que j'ai pas aimé ça, c'était fun aussi, c'est juste que c'est vraiment différent, il y a une hiérarchie, puis c'est comme ça, il faut que ça se fonctionne, puis c'est comment ça va fonctionner, puis je ne changera rien, toi, comme personne. Vraiment, tu sais, c'était moins un free will, vraiment, tu sais, oui, je coachais, mais encore une fois, je trouvais que, tu sais,
c'était pas en tant que pareil comme avec Coach Babich. J'avais moins de tâches qui étaient à moi vraiment. C'était vraiment plus vraiment tu commences puis apprends des autres puis tu vas faire des affaires après parce que avec Coach Babich, c'était vraiment une façon qui était un petit peu plus 2018, vraiment un hands-on experience, comme on appelle vraiment, tu sais, touche à ça, apprends-le, fais tes erreurs, puis c'est comme ça que tu vas apprendre à coacher. Au lieu d'aller avec ton papier et ton crayon, puis d'apprendre des autres. Là, Coach Babich, comme tu mentionnais plus tôt, c'était celui qui s'occupait des linebackers. Ouais. Là, aux Steelers, t'es avec qui en ce moment-là? J'ai travaillé avec Joey Porter. Nice. Qui est outside linebackers là-bas. Je sais que vous autres avez probablement un bon knowledge de football. C'est Joey Porter est un phénomène. Il est différemment un phénomène. C'est un grand joueur. Le problème en tant que coach, c'est qu'il il coachait avec la même intensité qu'il jouait. Peut-être pas la même chose, tout pas que ça fonctionne. Toutes sortes d'histoires avec Joey Porter. Je l'ai vu habillé en tant que joueur parce qu'il voulait montrer qu'on était trop soft. Il n'y avait pas assez de physicalité. C'est habillé. C'est des affaires crazy. C'est vraiment un coach qui sort d'ordinaire. Malheureusement, il ne coach plus dans la NFL maintenant. Mais c'était quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Toi, tu l'as pas fait t'habiller? Ah, il s'est habillé une fois. Mais toi, ça ne te tentait pas de t'habiller contre des gars de la... Moi, il y a zéro chance que je m'habille. Encore aujourd'hui, là, je te dis, là, toutes les fois qu'il y a un kick-off, là, j'aime ça parce que, tu sais, quand ils descendent sur le kick-off, t'entends le terrain vibrer à cause que ça va tellement vite puis les gars sont tellement lourds que ça fait boum, 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 puis tu le sens, c'était dit que ça vibre. Donc, depuis ce temps-là, la première fois que j'ai vu ça, jamais que je vais m'habiller, jamais que je vais penser proche de m'habiller. Sauf que Joey Porter, lui, ça ne le dérange pas. OK, ouais. Fait que Joey Porter, il s'habille pour montrer à ses joueurs qu'ils sont soft, c'est ça? Ben, je dis pas qu'il s'allait tout le temps. On avait eu un argument, c'est ça. Il y avait comme eu un problème cette année-là. Non, c'était en 2018, comme si tu te rappelles bien, en 2018, ça a été un crazy story pour les Steelers. On n'a pas fait les playoffs finalement. La deuxième année à Juju, c'était pas nécessairement une de ses bonnes années. C'était correct, mais le drama avec Antonio Brown qui a décidé de plus jouer, ça a été une année qui était comme folle, vraiment. Puis, fait que c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'étais avec les outside linebackers à ce moment-là parce que les Steelers, ils jouent une 34 avec des outside linebackers. Joey Porter, c'est leur coach. On avait des joueurs comme, c'était J.J. Watt, pas J.J., mais T.J. Watt puis Bud Dupree qui étaient nos starters. Fait que, non, c'était différent. C'était une ambiance qui était complètement différente, mais qui était importante à veille, je pense, aussi, là, qui m'a fait beaucoup apprendre. Est-ce que... peut-être à plus avec les Steelers, mais puis là, tu as parlé d'Antonio Brown. Est-ce qu'il y a beaucoup de distractions en tant que coach là, des irritants, là, si je peux te dire? Là? Comment tu vis ça, le fait qu'il y ait un... Je veux dire, c'est une religion là, aux États-Unis. Là, comment tu vis avec le fait, au day-to-day, dans ton coaching, qu'il y ait autant de distractions et d'histoires autour d'une équipe? Ah, c'est l'enfer. C'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile parce que, tu sais, c'était vraiment tout garder. Tu sais, je te dis, on avait Antonio Brown, mais si vous vous rappelez aussi, on avait Le'Veon Bell qui n'a pas show up de la saison aussi, tu sais. Fait que, tu sais, on est là, on s'en va travailler, tu sais. Tu as des reporters à tous les jours qui attendent pour voir si Le'Veon Bell va show up, si Le'Veon Bell va venir jouer. Toujours des questions sur ci, sur ça, tu sais. Pour prendre les questions à moi, parce qu'ils font pas mal de mon avis à moi, mais tu sais, à tous les jours, c'est l'information qu'on a, que nous autres, mais qui est important, qu'on dit, tu sais, faut pas que ça sorte, ça reste à l'intérieur, tu sais, des fights de joueurs, tu sais, on en a souvent, là, tu sais, c'est quand même des joueurs avec pas mal de testostérone, puis tout, mais tu sais, à toutes les choses qui arrivaient cette année-là, c'était toujours un big deal parce que, étant donné notre problème avec Le'Veon Bell, avec AB, après ça, AB puis Juju, après ça, tu sais, c'était vraiment quelque chose qui était plus difficile à vivre, mais je pense que ça fait partie de la game, tu sais, le football est là, puis la NFL, c'est là pour ses bons côtés, puis je pense que beaucoup de monde l'écoute pour ça, mais quand tout va bien, tout est fun, tout le monde t'aime, mais quand ça va pas bien, tu sais, faut que tu fasses comprendre que, tu sais, les médias, ils vont essayer de te faire look bad le plus possible, puis ci, puis ça, donc
c'est quelque chose qu'il faut que tu aies important de dealer avec et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la gamique un petit peu là-dedans. Puis peut-être avant de continuer dans ton parcours, là, juste pour. Là, je me rends compte, on parle beaucoup de la NFL et tout, mais toi, personnellement, tu es rendu où dans ton cheminement de coach, là, si on peut dire? Tu as appris quoi à ce moment-là? Tu te définis comment? Est-ce que tu serais capable de répondre à la fameuse question que tes Bills t'avaient posée pendant l'entrevue? Là? Je te dirais qu'à ce moment-là, encore une fois, je pense que il m'en manque encore un petit peu, tu sais. Je pense que là, je comprends un petit peu comment la gamique de la NFL fonctionne, comment le coaching fonctionne. Parce que comme tu sais, j'avais coaché avant, j'avais coaché des joueurs de Division 3 ou des jeunes du secondaire, tu sais. Donc, le coaching n'est pas nécessairement plus difficile qu'au secondaire que vous, que n'importe qui d'autre, mais je pense qu'il faut que tu comprennes que chaque level a sa façon de coacher, puis qu'il faut que tu adaptes ton coaching au level des joueurs qui sont, tu sais. Donc, je pense que c'est ça que je suis sûr je comprenais vraiment cette philosophie-là. Puis, je pense que qu'est-ce qui est arrivé directement aux Steelers, c'est que j'avais un autre gars qui était avec moi aussi là-bas, qui s'appelait Denzel Martin. Puis lui, ce coach-là, était comme rendu un petit peu plus loin que moi. Mettons, 2 ans à l'avance de moi. Mais, tu sais, il y a 28, 29 ans. Donc, je pense que je pouvais toute une question, tout ce que je vivais là, je pense que lui, il avait déjà vécu. Donc, il était là pour ça, puis répondre à mes questions là-dedans. Tu sais, comment que moi, il faut que je me situe là-dedans. C'est quoi ton rôle, puis comment tu fonctionnes. Puis je pense que c'est important de l'avoir de mon bord, lui. Puis je pense que ça m'a aidé vraiment à comprendre mon rôle de coaching. Je pense que j'ai beaucoup évolué rendu là. Mais je peux pas dire que je n'étais pas prêt à coacher encore vraiment là-dedans. Mais je pense que j'ai vraiment appris une autre facette qui est importante du coaching, parce que là, tu sais, la facette de tout va bien à Buffalo, puis que ton coach est là pour toi, que l'équipe fait la première année en 17 ans que tu fais les playoffs, la Bills Nation, Bills, ma foi, tout le monde est content. Puis là, tu pars en équipe là, qui a des struggles, qui était supposée être une des meilleures équipes dans la ligue, qui ont les meilleurs duos de receveurs, puis que finalement, ça va pas bien, tu sais. Il faut que tu saches coacher, puis il faut que tu saches à venir prendre tes joueurs, puis de les garder en équipe rendu là, même quand ça va pas bien, puis ça va mal. Donc, ça fait partie du coaching. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir, que j'aurais jamais su si j'aurais continué de rester dans une équipe qui gagne tout le temps. Un peu la même affaire qu'un peu plus tôt, là, transition entre Bills puis Pittsburgh, là, transition de Pittsburgh à Los Angeles. Comment ça se passe? Est-ce que tu aurais peut-être voulu continuer à Pittsburgh? Là? Les Rams de Los Angeles, là, vu qu'il y a 2 équipes maintenant. Ouais, c'est ça. Les Rams, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, mon but, c'était OK, parfait. Je commence à me connaître dans notre coaching staff. Je connais un coach renommé, Mike Tomlin qui est là depuis des années, minority coach, ça. Je pense que je suis bien où je suis, tu sais. Saison finie, puis je me suis dit, bon, OK, parfait, tu sais. Là, tout va bien, tout est correct. Moi, mon but, c'était de rester là-bas aussi le plus longtemps, essayer de rester le plus longtemps possible, proche d'une équipe comme ça, qui est comme un petit peu de la stature, puis qui est renommée dans cette ligue-là. Avec ses championnats, avec ses 6 Super Bowl winning. Puis là, finalement, par contre, je m'avais dit, tu sais, j'avais vu l'embauche, en 2018, il y avait eu l'embauche de Sean McVay, puis ci, puis ça. Puis je m'avais toujours dit, pour un genre, tu sais, un coach, un staff de jeunes coachs, je sais pas si vous êtes là-dedans, c'est juste des jeunes, il n'y a pas nécessairement de vieux puis tout, là, des fois, ça amène une dynamique qui te ressemble plus à tant que personne, une dynamique que nous, on est jeunes aussi. Donc, je m'ai toujours dit, si jamais j'ai une opportunité, là, avec LA, avec les Rams, j'y vais. C'est ça, j'y vais. Ça a tombé, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, j'ai aucune idée. Ça a tombé que j'ai reçu un email des Rams. Puis je me suis dit, bon, ben, je l'avais dit, si les Rams se présentent avec cette équipe-là, ben, j'y vais. Surtout qu'ils venaient d'aller au Super Bowl l'année d'avant, puis que le club était vraiment basé sur les jeunes, puis ci, puis ça, ben, je pensais que c'était un perfect fit pour moi. Comment t'as présenté ça, en fait? Tu as dit aux Steelers, j'ai une opportunité que je peux pas refuser. Je fais le move, puis... Vraiment, là-dedans, il n'y a pas vraiment une question... Tu sais, oui, une question de loyauté, mais je pense que, tu sais, à un moment donné, si
tu as une opportunité. Puis je pense que c'est dans tout, tu sais. Si tu as une opportunité qui est meilleure et qui peut t'amener plus loin, je pense que de ne pas avoir de regrets de personne, en longtemps que c'est bien fait. Puis je pense que, j'ai expliqué ma situation, puis je pense que la situation était bonne pour moi, puis que je pensais que c'était une décision que je pourrais dire no-brainer pour moi. Je pense qu'il fallait que j'aille là-dedans, puis que je pouvais apprendre d'autres coachs qui étaient bons, puis que de coachs plus jeunes. Tu veux pas, la ligue est vieille, là, puis de plus en plus, elle s'en vient de plus en plus jeune. Tu vois des jeunes coachs, c'est comme les Cards, là, qui ont signé Kingsbury, puis tu vois les Rams qui ont signé un autre head coach qui est jeune, puis tu as Brian Flores qui est rendu à Miami. Fait que de plus en plus, les head coachs ils deviennent jeunes, donc la mentalité change un peu. Puis je pense que c'est important que moi, je me suis dit, si jamais, il faut que je garde la mentalité. Il ne faut pas juste garder la mentalité des vieux coachs qui seront plus là dans 3-4 ans. Il faut que je garde la mentalité des plus jeunes. Puis je pense que j'en ai parlé encore une fois avec Coach Rabich quand j'ai pris la décision. Puis est-ce que souvent, c'est lui que je vais souvent revoir pour quand j'ai les opportunités. Puis vraiment, je pense que c'est la meilleure décision pour moi à ce moment-là. Après avoir côtoyé 3 équipes NFL, qu'est-ce qui te surprend le plus de cette ligue-là? La compétitivité. Je pense que au niveau compétitif, le monde se rend compte que c'est compétitif, mais il ne se rend pas compte à quel point c'est compétitif dans cette ligue-là. Au niveau joueur, au niveau entraîneur, au niveau personnel, au niveau peu importe direction, cette ligue-là est extrêmement compétitive. Puis si tu ne performes pas, elle est seulement basée sur la performance. C'est vraiment clair et précis. Et c'est basé sur la performance. Tu gagnes, tu restes, tu ne gagnes pas, tu t'en vas. Donc, tu sais, le monde va faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner, tu sais. Ils vont chercher tout. Fait que là, tu te rends compte que, tu sais, puis les joueurs aussi, là, c'est vraiment, tu sais, les joueurs, là, quand tu rentres dans cette ligue-là, ça a 2,5 à peut-être 3 ans en moyenne dans cette ligue-là. Donc, tu te dis, OK, quand que je rentre là-dedans, j'ai juste 2 ans, tu sais. Oui, c'est la ligue, on dirait, la plus facile parce qu'il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de club-école. Au hockey, on a un club-école, tu sais, au baseball, tu passes ton 8 ans dans les mineurs, tout, puis c'est long avant d'y arriver, fait que tu restes là pour tout le temps. Mais dans cette ligue-là, il n'y en a pas, donc c'est comme la plus facile, tu sais. Tu fais l'université, puis tu es drafté, tu fais l'équipe ou tu fais pas l'équipe. C'est bien plus facile, tu fais l'équipe. On va avoir des joueurs sur l'équipe de pratique, mais on a 4, 5, 6, 7 joueurs sur l'équipe de pratique. Le monde pense qu'on a beaucoup de joueurs, mais on a 2 receveurs, un corps arrière, un joueur qui peut jouer DB, un joueur qui peut jouer. On n'a pas beaucoup de joueurs sur l'équipe de pratique, donc c'est vraiment plus des receveurs, des fois qu'on a besoin pour prendre des tours. Donc, tu sais, le joueur qui rentre là-dedans, tu ne sais pas quand ça arrête. Tu fais l'équipe ou tu ne fais pas l'équipe, tu ne sais jamais quand ça arrête. Puis à tous les années, tu vas avoir quelqu'un qui va venir, qui va être probablement plus fort, il va être probablement plus vite, puis il va être certainement plus jeune que toi, il va venir pour ton poste à toi. Donc, je pense que c'est vraiment l'aspect compétitif. Si tu n'es pas un gars compétitif, tu ne pourras jamais rester longtemps dans cette ligue-là. Quand tu arrives avec les Rams, est-ce que au fil des ans, là, ça va faire déjà 3 ans que tu es dans cette ligue-là. Est-ce qu'au fil des ans, les joueurs, ils te prennent plus au sérieux, mais ils sont conscients que, OK, genre, tu connais plus la game que, exemple, quand tu as commencé à Buffalo. Est-ce que tu sens que tu as moins à te... Tu as tout le temps à te prouver, là, mais est-ce que tu sens que tu as moins justement à te présenter et à expliquer un peu pourquoi tu es là? Je te dirais que c'est pas nécessairement les joueurs qui fait que j'ai à me prouver, mais c'est le fait que ça fait de plus en plus d'années que je suis là. Je pense que mes tâches, ils deviennent de mieux en mieux. J'ai de plus de responsabilités puis plus d'importantes responsabilités. Donc, avec ça, je pense que c'est là que ça justifie mes qualifications, tu sais, que c'est ça que je fais. Donc, tu dois être assez qualifié pour faire ça. Puis je pense que vraiment, à LA, c'est ça qui a été bénéfique pour moi. Tu sais. Ton head coach a 34 ans, tu sais, c'est bon, OK. Moi, je travaille avec Chris Shula, qui a coach, qui a joué avec Sean McVay, c'est les college roommates, qui est encore roommate à l'époque, l'année passée, ensemble, ils habitaient encore ensemble, mais vraiment, lui aussi, il avait 32 ans, et tout. Fait que je pense que c'était un bon complément qu'on avait, puis que je pense que là, maintenant, tes années en tant que... Tes années d'expérience avaient un peu moins de qualificatifs
qu'aux Steelers, si ça a du sens un petit peu. Tu as Mhm. moins à prouver parce que tout le monde est dans le même un petit peu range d'âge, puis ils savent ce que tu fais, puis ils veulent pas. C'est l'équipe qui venait de perdre au Super Bowl, qui s'est rendue jusqu'à la fin. Donc, les joueurs, ils veulent là, puis ils savent qu'ils vont travailler, puis ils savent qu'ils ont des résultats. Donc, je pense que c'est un ensemble des choses. Ça a permis que, encore une fois, j'étais chanceux de travailler avec quelqu'un qui était motivant, puis qui était là pour m'aider aussi, tu sais. Fait que ça a été super plaisant à aller aussi. Si tu devais comparer tes responsabilités à l'année 3, justement, versus à l'année 1, comment tu ferais ça? Je te dirais que c'est apprendre. Tu sais, vraiment, l'année 1, là, je te dirais qu'avec les Bills, c'était d'apprendre à coacher. Là, je pense pas que j'apprenais autant à coacher, mais je pense que j'apprenais, tu sais, vraiment euh, comment coacher certains joueurs, comment vraiment, tu sais, des affaires un peu plus spécifiques dans ce que je faisais, tu sais. On avait des bons joueurs, mais on avait des joueurs qui étaient complètement dans pas un range qui était complètement différent. Là, si avec les Rams, on les a plus, mais on avait des joueurs comme Clay Matthews qui sont là depuis des années, qui sont là vraiment, qui sont les vétérans, qui au niveau technique, là, il n'y a aucune faille. Vraiment, aucune faille. C'est un joueur qui joue de façon quasiment parfaite. Puis tu as des joueurs, j'avais un joueur aussi comme Dante Fowler Jr., qui est un joueur que, au niveau technique, il n'est pas là souvent. Il n'est pas des fois, tu sais, là, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, pourquoi tu ne joues pas cette technique-là? Il dit, ben moi, j'ai vu quelque chose d'autre, puis je suis allé, tu sais. Mais ce gars-là, c'est quand même un gars qui va faire 11, 12 sacs par année, pareil, parce que, tu sais, il joue tellement. Il joue juste avec son instinct, puis il a tellement un bon instinct. Puis là, tu vois que, tu sais, moi, j'ai remarqué là-dedans que Chris, vraiment, il coachait vraiment de façon différente un joueur comme Clay Matthews qu'un joueur comme Dante Fowler. Même si deux joueurs qui sont vraiment des superstars, malheureusement, qui sont plus avec les Rams, mais qui sont deux superstars, mais littéralement, ils sont pas réceptifs de la même façon. Des fois, des joueurs comme ça, comme Dante, des fois, tu peux, même si tu leur apprends une technique, ça se peut qu'ils la jouent pas parce que, tu sais, eux autres, ils jouent vraiment juste avec l'instinct. Ils vont, puis c'est comme ça qu'ils vont. Mais ils vont y aller à 100 000 à l'heure, puis ils vont faire des jeux pareils. Puis tu peux-tu être frustré parce qu'il n'y a pas speed de shuffle, puis il est allé directement sur un sprint, quand peut-être qu'il y aurait eu un boot, puis il serait fait pogner sur un RPO. Mais tu sais, il veut pas. Il a fait le jeu, il a fait un sac sur ça. Fait que tu peux pas vraiment être frustré, puis il faut que tu comprennes que ces joueurs-là, ils jouent comme ça. Tandis que, tu sais, Clay, sa technique va être parfaite, puis des fois, il va pas finir le jeu parce qu'il va lui manquer un petit peu plus d'athléticité qu'il l'avait avant, mais peut-être que là, maintenant, il l'a un peu plus moins. Mais il reste que ces deux joueurs-là, je pense que ça a été vraiment, c'est nos deux starters, c'est pour ça que je parle d'eux autres vraiment souvent, mais vraiment, c'est deux joueurs qui étaient le fun à coacher, puis qui étaient le fun à apprendre de Chris, de façon de coacher les joueurs de façon différente, que c'est pas parce qu'ils sont dans la NFL que tu coaches pareil. Tu dois adapter ton coaching à tous les joueurs que tu coaches. Mm-hmm. Comment ça s'est passé ta première saison avec les Rams? Tu sais, là, tu as expliqué à Pittsburgh que bon, ça n'a pas été au niveau de l'équipe, ça a peut-être été en deçà des attentes, là, mais comment ça a été le résultat d'équipe avec les Rams? Tu sais, avec les Rams l'année passée, eux autres, ça a été une saison décevante. On se cachera pas du fait que c'était des super. Ils étaient rendus au Super Bowl, les finalistes du Super Bowl, puis finalement, l'année d'après, à pas se rendre dans les playoffs du tout. C'était un petit peu décevant. Je pense qu'il y avait des ajustements à faire. On a eu vraiment la saga un petit peu. Todd Gurley, puis son arthrite, puis voir, ces joueurs-là étaient rendus tellement dominants, puis que là, il y avait de la misère des journées de la misère à marcher, c'est à quel point tu ne pouvais plus compter. On avait une offensive qui était basée sur Todd Gurley. On jouait 5-6 formations. Tous nos jeux se ressemblaient, tout était pareil. C'est notre force l'année d'avant que tous les jeux étaient pareils. Toutes les formations étaient pareilles, mais les jeux étaient tous différents. Donc, c'était vraiment difficile pour la défensive de faire la reconnaissance de jeu parce que toutes les formations étaient pareilles, des bunches condensés avec des motions, puis des play action, puis des power. Puis c'était super, vraiment innovateur du fait à Sean McVay d'avoir fait ça. Mais quand tu as un running back qui n'est pas aussi dominant comme Malcolm Brown, ben, tes linebackers ne seront pas aussi run-through mentality, ils ne rentreront pas autant dans les gaps, puis tes allies ne seront pas aussi open. Donc, ça pognait un petit peu moins, puis le monde mordait moins sur les play action, puis ça fait que, on a eu moins de succès, puis Jared Goff a eu un petit peu de misère. On a perdu des joueurs clés sur la ligne offensive. Donc, je pense que c'était
une année qu'il devait avoir. Je pense que Sean McVay a eu 2 très bonnes années en commençant. Puis que le fait qu'il y ait une 3e année, ils se sont dit, ouais, OK, là, peut-être que pour moi, c'est difficile de pouvoir être un coach en chef en même temps qu'être un coordonnateur à l'attaque. Donc là, tu sais, engager un nouveau coordonnateur à l'attaque. En défensive, tu sais, veut pas Wade Phillips, c'est quelqu'un qui est un bon coach, mais assez vieux, tu sais, son système de jeu est peut-être un petit peu dépassé. On a eu de la misère à contrer les équipes. À 45 points contre les Buccaneers, qui était pas une équipe qui était vraiment puissante au niveau attaque, tu sais. 500 verges contre les Buccaneers, qui était trop, tu sais. Donc, peut-être que ça t'a permis de changer, puis un nouveau coordonnateur à l'attaque cette année, un nouveau coordonnateur en défensive, puis un nouveau coordonnateur d'unité spéciale, puis Coach McVay qui va s'en tenir seulement à être un head coach. Je pense que ça va être quelque chose qu'il avait besoin, puis on ne sait pas à quoi s'attendre l'année prochaine. On n'a aucune idée de l'offensive qui va jouer là-bas. Donc, ça va être plaisant à voir dans tout ça. Tu mentionnes par rapport au scheme que ce que tu as vu avec Sean McVay, puis quand Todd Gurley était en santé, c'était quelque chose qui était relativement innovateur, comme tu as mentionné. C'est quoi les autres choses en termes de scheme, justement, qui t'ont frappé ou que peut-être que tu n'avais pas entendu parler avant ou que... Ouais, c'est ça. Je te dirais que c'est classique. Si tu regardes la NFL, tu sais, nous, là, même à NCA ou même vous, ça va jouer en shotgun, ça va jouer en gun. T'sais. Nous, tu vas jouer avec un under the center, un pro set, là, avec un fullback, un tailback. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans la NFL? Qu'est-ce qui arrive dans la NFL, c'est que tu trickeras pas personne. Souvent, tes jeux truqués, ils vont marcher une fois de temps en temps. Tu l'envoies des fois, mais souvent, tes jeux, tout le monde sur le terrain sait où tu t'en vas. Quand si je fais un power O, ben souvent, ça va être un set comme ça, avec un wing, puis avec mon tight end, puis c'est un power O, puis tout le monde sait que tu t'en vas sur le power. Maintenant, tu sais, que le meilleur gagne. C'est ça que j'aime dans la NFL, c'est que c'est straight. Il n'y a pas beaucoup de cachette. C'est vraiment à quel point tu es meilleur que le joueur en avant de toi, puis on joue comme ça. Là, Sean McVay est devenu amener quelque chose d'un peu plus NCAA style. Puis on commence à aller voir tranquillement aussi avec les Ravens qui jouaient beaucoup d'options avec Lamar Jackson et tout. Mais vraiment, tu sais, lui, puis tu sais, c'est vrai que ça a appliqué, ça va changer un petit peu, mais souvent, qu'est-ce que j'aime dans la NFL, c'est vraiment un classique. C'est vraiment, on sait où on s'en va. Maintenant, quel meilleur gagne dans cette histoire-là. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié au niveau NFL. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus la NFL que la NCAA, que souvent on essaie dans la NCAA de sûrement trouver ton meilleur joueur in space, puis battre ton autre joueur, puis qu'on va faire des jeux qui sont un petit peu crazy, des jet pass, des affaires comme ça, juste pour voir que ton meilleur joueur ait tout le temps le ballon, tu sais. Puis à Boston College, on a fait souvent avec A.J. Dillon, qui était un choix deuxième round avec les Packers cette année, tu sais. Tu fais courir la balle 45 fois par game, tu sais. Puis c'est vraiment parfait. Peu importe le jeu qu'on va faire, tu sais que s'il est installé comme receveur numéro 3, il va probablement avoir la balle quand même, tu sais, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ça que j'ai aimé la NFL, qui était un style vraiment classique, puis c'est vraiment, c'est le meilleur gars. Comment tu te prépares entre les saisons? Tu sais, comme là, mais en ce moment, là, comment tu te prépares personnellement pour la prochaine saison? Je te dirais que c'est en faisant beaucoup de vidéos. Vraiment, là, je passe des heures sur des vidéos à voir, OK, tu sais, justement, les choses qu'on n'a peut-être pas vues au niveau de la saison, que là, tu peux passer du temps à analyser seulement une offensive, seulement un joueur. Souvent, là, des fois, je faisais ça pendant la saison, tu analyses seulement un joueur, tu le gardes à gauche, et des fois, tu vas voir quelqu'un il est un petit peu plus light on his feet. Tu vois, c'est sûr que ça va être un power, puis tu le vois la façon qu'il se met son 3 points d'appui, ou tu vois que son casque est un petit peu tilté d'un bord, tu sais que il va probablement les zoner de ce bord-là, ou il va souvent, tu sais, vraiment, c'est des petits détails, les mini détails que tu n'as pas le temps de regarder pendant la saison, parce que oui, on fait beaucoup de vidéos, mais veux pas, le dimanche, ou le samedi, on joue, tu sais. Fait que tu n'as pas le temps de voir ces détails-là. Mais pendant la saison, souvent, en tant que jeune coach, c'est vraiment, on a l'opportunité d'aller chercher, on appelle ça des special projects, mais vraiment aller chercher le petit hitch qui va nous faire gagner plus de games la saison prochaine. Puis,
clairement, moi, c'est ça que j'aime là, de ce que je comprends avec toi, c'est que tu fais clairement tes devoirs, tu es dans les détails, puis tu es allé là avec un but précis. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit ou qui t'a déjà qui aurait pu penser Fabio, il a peut-être sauté les étapes. Puis qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça là, qui dit Fabio, il aurait peut-être dû coacher des plus jeunes ou aller coacher peut-être même NCAA avant. Tu sais, moi, je te dis, moi, je trouve ça fou. Tu fais clairement tout ce que tu as à faire, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui coach au cégep, pas au cégep, là, au Québec, depuis peut-être des années, puis il se dit « What the fuck, ça pourrait être moi, tu sais. » Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis, tu sais, pas vraiment que j'ai reçu ces commentaires-là, mais tu sais, je sais que, tu sais, j'en ai entendu d'autres que, tu sais, qui parlaient que, tu sais, si ça, c'est sûr qu'ils ne viendront pas me le dire à moi comme personnellement, mais c'est sûr que, tu sais, des personnes qui doivent penser différemment puis qui doivent voir que peu importe ce que je fais ou peu importe, tu sais, que j'ai sauté des étapes. Mais je pense que c'est en ayant directement un but, puis je pense que moi, c'était clair, c'était ça que je voulais faire. Puis je te dis, en fait, quand je parle souvent à les gens, je leur dis pas nécessairement que c'était la meilleure façon, ou peu importe, mais moi, en tant que personne, la façon que je voyais ça, moi, je pense que c'était cette façon-là qu'il fallait que je fasse pour réussir. Puis ça a fonctionné de ma façon à moi. Puis je te dis pas qu'il y a un seul chemin. Là. Moi, je dis souvent aux gens, puis quand je fais des talks ou whatever, que je sais pas expliquer, il peut y avoir différentes options. Mais je pense que la base, c'est de ne pas avoir peur de se faire dire non. Je pense que si tu as un but et tu veux faire ça, ben parfait, il y a du monde qui vont être là et qui vont dire non, puis il y a du monde qui vont dire que c'est impossible, il y a du monde que si ça, mais je pense que j'étais tellement focus dans ce que je voulais faire, puis je croyais en fait à mon processus là-dedans, qu'en partant là-bas, qu'en allant à cette école-là, puis en allant aux États-Unis, que j'allais réussir à avoir ça, puis qu'après j'avais ça, mais j'avais un plan pour aller là-bas, puis après ça, comment partir de cette équipe-là, en avoir une autre équipe, puis d'avoir cette autre équipe-là, avoir un meilleur poste ailleurs. Puis encore là, maintenant, sur un autre, tu sais, j'ai vraiment des plans qui sont précis. Puis que si je garde mes yeux sur ces plans-là, ben peu importe comment je réussis, comment je vais pour le faire, ben c'est ça que je veux faire. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai fonctionné, puis c'est comme ça que j'ai réussi. Ouais. Est-ce que tu aurais déjà, dans ta carrière, vu une superstition d'avant-match qui sortait de l'ordinaire? Qu'est-ce que tu veux-tu dire comme joueur, comme coach, comme. Peu importe. Oui, définitivement, j'en ai vu plein. Je te dirais que un joueur qui m'a. Si je pourrais dire, je vais en avoir un joueur puis un coach. Puis je pense qu'un joueur qui est sorti de l'ordinaire pour moi, c'est Aaron Donald. Je pense que c'est quelqu'un, tu sais, oui, on sait, tu sais, c'est un des meilleurs joueurs. Il a gagné, tu sais, 2 fois de suite le meilleur joueur défensif. Puis, tu sais, OK, mais comme cette personne-là, son work ethic, puis comment il joue, puis comment il pratique, puis comment il s'entraîne, puis comment il mange, c'est complètement insane, tu sais. Ce joueur-là, là, je veux dire, moi, je suis pas grand, là, mais ce joueur-là, là, je parle quasiment dans les yeux. Là, ça dit qu'il est 6 pieds, là. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas 6 pieds, là. Il est barely 5'11", 5'10". Oui, il pèse 310 livres, mais puis oui, il y a 7% de gras de la dernière fois qu'on l'a fait ça, mais la raison pourquoi il y a 7% de gras, c'est qu'il passe du temps dans le gym, puis qu'il travaille, puis qu'il passe, tu sais, oui, il y a les fonds pour faire ça maintenant, mais tu sais, qu'il dépense des millions de dollars dans sa nutrition, puis dans ses perfections de. Mais comme joueur, en tant que technicien, tu le vois, c'est technique, puis des petits détails, puis ci, puis ça, puis moi, le voir aller, j'ai vraiment trouvé que c'était fou de voir ça, à quel point c'est pas une raison. C'est une raison pourquoi il est rendu là. Puis je pense que tous les meilleurs joueurs de chaque sport sont là pour ça. Je pense que c'est vraiment qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, puis que leur technique, puis ils sont là, puis ils travaillent fort, puis ils ne s'assiront pas sur ce qu'ils ont, puis qu'ils vont continuer à persévérer là-dedans. Donc moi, je pense que c'était vraiment un joueur qui m'a vraiment choqué dès que je l'ai vu. Je pensais pas qu'il était petit. Je pensais, il y a des affaires que je ne savais pas. Pourquoi ce gars-là est capable de. Il se fait double team 70% des snaps, puis qu'il finit quand même à faire 10 sacs par saison. Pourquoi ce joueur-là, dès qu'il sur un gun, souvent, nous, quand c'est de la course, il faut que tu contrôles ton gap, puis ce gars-là, ben, il swim tout le monde. Mais quand tu mesures 5 et 10, comment tu fais pour swimmer un gars de 6 pieds 9? Donc, c'est vraiment des questions que je comprenais comme pas. Là. J'ai de la misère, toujours de la misère à comprendre, en fait. Là.
Mais c'est juste son work ethic et comment il fonctionne. Je pense que c'est vraiment... c'est fou comment ça fonctionne. J'aime vraiment ça voir ce joueur-là aller. Puis si je te parle d'un coach, ben, il y a beaucoup de coachs qui sont là, mais je pense que je te dirais que Sean McVay, la façon qu'il fonctionne en tant que head coach, moi, c'est comme ça que si je suis un head coach à m'amener, c'est comme ça que je vais fonctionner. Vraiment avec l'esprit de famille, l'esprit de comme. Je sais pas, il réussit à englober tout le monde. Puis tu vois, quand il parle, je pense qu'on peut même le voir dans des conférences. Vraiment, cette personne-là, il aime le football. Là. Vraiment, il aime le football, il aime la game. Puis c'est pas juste about the game, vraiment. Vraiment, c'est les connexions, c'est des soupers, des soupers de coach. C'est que tu sois un première année coach, que tu sois son defensive coordinator, il va parler de la même façon. Puis je pense que c'est quelque chose vraiment que j'ai apprécié là-dedans. Puis je pense que c'est des affaires que je vais garder en tant que coach pour la suite si je réussis à me rendre jusque-là. Est-ce que toi, personnellement, le jour de match, tu as une routine avant match? Je te dirais que oui, là, surtout dans le bus là, en allant au match, là, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une affaire de. Tu connais les sportifs, leurs rituels, puis ci, puis ça, je me retrouve toujours à la même place dans le bus, j'ai toujours la même chanson, souvent, je mets tout le temps le même linge, c'est sûr qu'on a du linge home away, c'est ça, mais tout le temps, les mêmes affaires que je fonctionne. Je m'assure tout le temps le soir d'avoir tout le temps les mêmes préparatifs. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment là-dedans. Puis, on ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas, mais je pense que c'est que dans le sport, je pense que vous aussi, vous savez très bien que dans le sport, souvent, on essaie tout le temps de garder la même routine. Puis, on y va avec ça. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? En tant que coach, je pense que je choisirais le respect puis la discipline. Je pense que c'est ça qui permet le meilleur en tant que coach pour que tu sois coaché, peu importe le level. Je pense que respecter les autres coachs aussi, puis respecter les opinions et tout, parce que veut pas, c'est du travail d'équipe. Là, vous savez très bien, là, en tant que coach, on est au football, tu n'as pas juste 3-4 coachs comme au hockey, tu as vraiment beaucoup de coachs qui travaillent ensemble. Donc, je pense que le respect des coachs, c'est super important. Puis respecter les opinions, puis respecter les idées des autres. Puis le respect des joueurs, je pense que c'est moi. Je pense que je vais avoir une relation plus joueur. J'ai toujours une relation joueur-coach qui était bonne. Puis respecter qu'eux autres qui ont des vies différentes. Tu vas voir du monde avec des backgrounds un peu différents. Puis vraiment respecter. C'est ça que j'ai appris de Chris. C'est vraiment ils vont se faire coacher d'une façon différente. Puis je pense qu'il faut que tu respectes que cette personne-là est plus réceptive de cette façon-là. Puis que cette autre personne-là va être plus réceptive d'une autre façon. Puis que, il n'y a pas de raison à ça. Mais je pense que, si tu ne comprends pas ça en tant que coach, tu ne pourras jamais avoir du succès et avoir le 100% de tout ton équipe au complet. Quel serait un ou plusieurs des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Je te dirais, c'est une bonne question. Je te dirais que Robert Woods, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment underrated dans cette ligue-là. Je pense que c'est un receveur avec les Rams. Il a toujours essayé de faire sa marque. Il était à Buffalo avec nous autres, puis il voulait être receveur numéro 1, puis il n'était pas receveur numéro 1. Puis à cause que Sammy Watkins était là. Puis il est allé à LA Rams, qui voulait être receveur numéro 1. Puis finalement, cette année-là, Brandon Cooks est arrivé, puis c'était le receveur numéro 1. Puis il a toujours été receveur numéro 2, puis maintenant, il est avec Cooper Kupp. Puis je pense qu'il travaille fort, mais je pense qu'on oublie à quel point que ce joueur-là est performant, puis qu'est-ce qu'il amène dans son équipe. Quelle serait ta game préférée dans laquelle tu as participé? Bonne question. Je te dirais... non. Je te dirais The Miracle, la game Bills Dolphins à Miami, Week 17. Les Ravens, fallait qu'ils gagnent, fallait qu'ils perdent contre les Bengals, puis nous, il fallait qu'on gagne contre les Dolphins pour aller en playoffs cette année-là, en 2017. Puis finalement, ils ont perdu. Finalement, nous, on a gagné. Là-dessus, on restait tout le terrain, mais là, personne n'est resté sur le terrain. Tout le monde est allé dans le locker room, puis on a tout regardé à la fin de la game. Puis finalement, Andy Dalton devient un héros à Buffalo. Donc, ça a été un des bons moments que j'ai vécu dans la NFL. Est-ce que tu as un jeu préféré
Je te dirais pas que j'ai un jeu préféré, mais je te dirais que je suis un bon fanatique de la couverture 3. Moi, je crois à ça. Je pense que. Je sais pas si c'est un genre en défensif, ça, que je suis un coach de défensive, là, en offensive. Mais je trouve que la couverture 3, c'est un bon jeu. Je pense que tu as juste un. Nous, aux États-Unis, on joue avec 2 safety on top. Maintenant, tu as un safety dans la boîte, c'est une boîte à 8. C'est difficile de courir contre ça. Mais tu as 3 gars dans le deep. C'est difficile, encore une fois, de contrer ça, mais t'as quand même 4 guys under. Fait que je pense que c'est une bonne couverture. La seule chose qui est difficile, c'est quand tu as un receveur assez rapide. Dans le slot, c'est sûr que ça va être difficile de contrer les alleys, mais je pense que la couverture 3, c'est mon jeu préféré. Je suis toujours sur Madden aussi. Est-ce qu'il y a un coach mémorable que tu as côtoyé? Ben, je te dirais que chaque coach a vraiment profité je pense que j'ai vraiment pris des petites pièces de chaque coach, mais vraiment les coachs les plus influenceurs sur moi, vraiment, ça a été Coach Babich puis Coach Chris Shula, qui est aussi le grandson du coach qui vient de passer away, Don Shula. Je pense que c'était aussi un coach qui voyait comme moi. Je trouve que ce qui était le fun là-dedans, c'est qu'on voyait eye to eye, puis je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié mon expérience. Est-ce qu'il y aurait un athlète ou une personnalité publique ou un politicien ou quoi que ce soit, il y aurait peut-être plusieurs aussi, qui t'inspirent? Ben là, c'est sûr que là, en ce moment, je suis en train de regarder le documentaire de Michael Jordan, The Last Dance. Là. Puis, Ça, c'est inspirant. Non, ça, c'est genre, vraiment, moi, vraiment. ça vient chercher tous les aspects que je trouve importants, que ce soit son aspect compétitif, son aspect de mettre ses coéquipiers, puis tout le monde à un niveau supérieur. Moi, j'ai toujours été un fan de Kobe Bryant, puis de Mamba Mentality, puis moi, tu sais, à 25 ans, nous, je pense qu'on était trop jeunes vraiment pour voir MJ, puis je vois clairement que ça vient de lui. Fait que, donc, définitivement, c'est quelqu'un que je respecte, que je respectais avant, mais là, que je pense que je mange ce documentaire-là. J'aime ça. Dernière question. Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander? Ben oui, j'ai beaucoup, j'aime bien lire le sport. Je suis un gars qui est un peu pas cheesy, mais j'aime les livres de motivation. J'aime ça, avoir ces livres de purpose-là. Donc, j'ai beaucoup lu les livres de John Gordon, qui est un gars qui sort beaucoup de motivation, tu sais, beaucoup de courses avec son Instagram, puis ci, puis ça. Puis il a sorti beaucoup de livres, beaucoup de livres. The Energy Boss, The Training Camp, qui est un gars de foot, qui a une histoire de football aussi. The Positive Mindset, The Positive Dog. Puis je pense que c'est des livres qui des fois qui me font réagir, que je souligne ces affaires-là. Puis genre, j'aime ça. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment, je te dirais les livres de John Gordon, puis le livre Above the Line de Urban Meyer, qui était le premier livre de coaching que j'ai lu. Maintenant, je lis un petit peu moins de livres de coaching parce que je trouve que c'est quand même répétitif, puis c'est peut-être pas nécessairement ce que je recherche, mais définitivement, Above the Line, tu vois la philosophie. C'est là que j'ai compris à comment était une philosophie de coach, puis la philosophie d'un coach aussi qui a réussi autant que Urban Myers. Écoute, Fabio, ça fait le tour de notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup du temps que tu nous as donné. C'était vraiment intéressant. C'est sûr qu'on n'a même pas tout couvert, puis pour être franc, on pourrait continuer pendant longtemps, je pense. C'est assez fou, là. Moi, ce que je retiens vraiment, là, c'est t'avais un plan, t'avais un but, t'avais un rêve, là, si on peut dire. Là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup au Québec, là, surtout dans les dernières années, qui peut-être rêvent à ça, mais toi, tu l'as fait. Là. C'est assez fou. Vraiment. Là. C'était hell of a ride, mais je suis content je suis pas encore où que je veux être, je pense, mais je pense que je suis dans la bonne direction. Puis en ce moment, ça fonctionne, puis je pense que je vais continuer à essayer de rester le plus loin là-dedans possible. On te remercie. Ouais. On souhaite. Vous autres, l'horaire a été annoncé de toute manière, vous autres. On souhaite d'avoir du succès. On souhaite de ne pas pogner de maladie en retournant aux États-Unis. Oui, effectivement. On te souhaite le meilleur de succès. Tu vas pouvoir retourner vite aussi. Ouais, c'est ça. On a pouvoir commencer
Je ne dirais pas bientôt, mais d'ici un mois, un mois et demi, on devrait être correct pour commencer là-bas. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est une super belle initiative. Puis, je regarde ça dans vos podcasts. Puis, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler un petit peu de sport encore, même si on n'en a pas. Puis, continuer ce que vous faites. C'est super le fun. C'est sûr qu'on... Merci beaucoup, Fabio. Ouais, c'est sûr qu'on va te relancer l'invitation aussi pour une prochaine fois. Parfait, c'est sûr, je vais être là. Yes. Merci, Fabio. Salut. Salut, bye.